Bonjour à tous et bienvenue pour notre webconférence sur la gestion des arrêts maladie et plus spécifiquement vos obligations et bien sûr les nouveautés en termes d'acquisition de congés. Je suis Mylène Volpillac, je suis ambassadrice Jury Travail et je suis ravie aujourd'hui d'être accompagnée de Gwenaëlle Petit. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Mylène, bonjour tout le monde. Gwenaëlle qui est juriste expert chez Jury Travail. Avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qu'est-ce que Jury Travail pour ceux qui ne nous connaissent pas encore? Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans cette année. Nous avons une équipe de 50 juristes, dont Gwenaëlle, et plus de 700 avocats qui chaque jour décryptent l'actualité juridique et rédigent des dossiers thématiques, des modèles de lettres, des modèles de contrats pour vous aider dans la gestion de votre entreprise au quotidien. Nos juristes sont formés et vous accompagnent dans vos démarches, quel que soit le domaine de droit. Et aujourd'hui, et nous en sommes très heureux, nous avons plus de 3000 entreprises qui nous font confiance au quotidien. Ils utilisent du coup nos services. Et quels sont-ils, nos services? Nous avons créé 2 formules spécialement pour les professionnels. Une formule pro et une formule premium qui vous permettra de contacter quand vous le souhaitez un juriste qui répondra à toutes vos questions, quel que soit le domaine de droit. Vous pourrez accéder à l'ensemble de notre base documentaire, à savoir donc nos dossiers, lettres, contrats, à jour bien évidemment des derniers textes de loi, et vous pourrez profiter de votre convention collective à jour des derniers accords. Je vous invite vivement, à l'issue de la webconférence, à aller sur le site de Jury Travail. Elodie, qui s'occupe aujourd'hui du chat, vous enverra le lien. Vous pourrez ainsi choisir la formule qui vous correspond le mieux et correspond le mieux du coup à votre entreprise. Gwenaëlle, maintenant, si tu le veux bien, nous allons pouvoir rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et d'abord, une date importante, celle du 13 septembre 2023. Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a mis fin à certaines divergences entre le droit français et le droit européen en ce qui concerne les congés payés et en cas d'arrêt maladie. La loi, du coup, a été définitivement promulguée le 22 avril 2024. Donc, nous allons voir ensemble et avec Gwenaëlle quels sont les impacts du coup de cette loi sur votre gestion des arrêts maladie et des congés payés au sein de votre entreprise, plus spécifiquement sur les périodes de report, parce que c'est là où se niche aussi la complexité du sujet et l'impact que ça a du coup sur vos obligations employeurs. Pour traiter ce vaste sujet, nous avons divisé la webconférence en 6 grandes parties. Dans un premier temps, nous allons revenir sur vos droits et obligations et formalités que vous devez accomplir en tant qu'employeur. Nous allons revenir sur l'indemnisation du salarié et sur la possibilité ou non de licencier un salarié en arrêt maladie. Les bases étant ainsi reposées, on va rentrer beaucoup plus longuement dans le sujet qui nous intéresse, à savoir les arrêts maladie et les congés payés, avec un petit retour en arrière sur quelles étaient bien évidemment les règles en vigueur, les arrêtés, du coup, qu'est-ce qu'ils impactent dans l'acquisition de congés payés en cas de maladie non professionnelle ou maladie professionnelle, la période de report, vos nouvelles obligations. Nous aurons ensuite une 5e partie où nous allons étudier avec Gwenaëlle des cas pratiques, des cas très opérationnels que vous allez pouvoir rencontrer au sein de votre entreprise, comment calculer le jour de congé, comment calculer la période de report, et ensuite nous pourrons répondre à vos questions. Le sujet étant un petit peu complexe, j'imagine que vous aurez beaucoup de questions. N'hésitez pas à les poser dès maintenant dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Si jamais, à la fin de la webconférence, nous n'avons pas le temps de répondre à l'intégralité, je vais y arriver, de vos questions, Elodie vous enverra par chat un lien qui vous permettra de poser votre question directement à nos juristes. Votre première question est gratuite et ils seront ravis de vous répondre.
Gwenaëlle, si tu le veux bien, nous allons pouvoir commencer avec notre première grande partie, à savoir les droits, obligations et formalités que vous devez accomplir en tant qu'employeur. Et dans un premier temps, quel justificatif doit fournir le salarié malade et où doit-il envoyer son arrêt de travail? Alors, effectivement, on va reprendre la grande base. Donc, lorsqu'effectivement un salarié est malade, il doit tout simplement, dans un premier temps, aller voir le médecin pour constater cette maladie. Celui-ci, effectivement, va délivrer un arrêt de travail, effectivement, et cet arrêt de travail doit être envoyé à 2 organismes. Dans un premier temps, l'employeur et ensuite la sécurité sociale. Vraiment du pratico-pratique, ça se compose en 3 volets. Il y a le volet 1 et 2 qui doit être envoyé dans les plus brefs délais auprès de la sécurité sociale pour pouvoir toucher les indemnités journalières. Et le volet numéro 3 du certificat médical, lui, doit être envoyé directement auprès de l'employeur. Cet arrêt va mentionner ça va constater effectivement l'incapacité physique ou morale du patient et ça va également indiquer le nombre de jours d'arrêt qu'il va avoir. Les délais, en fait, ils vont varier. Ça va surtout dépendre de la convention collective. C'est celle-ci, en fait, qui va mentionner le délai bien précis dans lequel, effectivement, le salarié doit l'envoyer. Mais d'un point de vue plus général et d'une manière constante par le biais de l'usage, cette transmission doit se faire dans les 48 heures, sauf force majeure, bien sûr. Et en fait, cette question, elle a un intérêt, c'est parce qu'en fait, vous devez être sûrement au courant, il y a la Cour des comptes, le 13 mai 2024, qui a effectivement émis des avis et qui avait proposé justement la mise en place d'un système d'autodéclaration pour justement les arrêts de travail très courte durée. Et donc derrière, ça permettrait effectivement d'enlever, entre guillemets, le parti administratif et en fait optimiser tout ça pour une question de simplicité pour le salarié, l'employeur et la sécurité sociale. Pour l'instant, ce n'est qu'un simple avis, c'est en discussion, à voir après ce qui va en découler ou pas de cet avis. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Un salarié malade ne justifie pas son absence. Quels sont vos recours en tant qu'employeur? Alors, déjà, on va très succinctement, effectivement, voir tout ça, puisque effectivement, il y a une webconférence dédiée à cela. Mais grossièrement, il peut y avoir plusieurs choses. L'employeur a beaucoup de recours. Ça peut aller effectivement des sanctions disciplinaires, comme un blâme, comme un avertissement, un rappel à l'ordre, une mise à pied, voire potentiellement effectivement un licenciement. Derrière, effectivement, il y a une autre possibilité, c'est que depuis effectivement 2023, début de l'année 2023, il y a aussi la possibilité du coup de l'abandon de poste, puisqu'en effet, le Code du travail prévoit que dans le cadre de l'abandon de poste, effectivement, le salarié doit reprendre le travail et c'est vraiment conditionné justement à cette effectivité de justifier de son arrêt, de son absence en fait. Donc, ça veut dire que même si par exemple le salarié ne reprend mais ne justifie pas de son absence, l'employeur a la possibilité de requalifier cette absence en abandon du poste, avec les conséquences qu'il va y avoir. Donc, effectivement, plusieurs opportunités pour l'employeur, plus en détail, du coup, lors de la prochaine webconférence. Exactement, webconférence où je vous invite vivement à vous inscrire dès maintenant. Elle sera le 2 juillet à 14 h avec notre juriste Kevin Lemoyec. Et vous pouvez d'ores et déjà également télécharger notre dossier dédié aux absences injustifiées, parce qu'on sait que pendant la période estivale, elles ont tendance à être un peu plus nombreuses. Donc n'hésitez pas à télécharger notre guide complet pour connaître l'ensemble des procédures que vous pouvez appliquer. Merci Gwenaëlle. Quelle formalité l'employeur doit-il respecter à la réception d'un certificat d'arrêt de travail? Alors lui, du coup, dès que effectivement il aura reçu l'attestation, enfin le certificat médical du médecin de la part de son salarié, celui-ci effectivement devra faire le nécessaire pour délivrer au salarié et auprès de la CPM, bien sûr, l'attestation de salaire qui va être indispensable pour, en fait, dans un premier temps, à la CPM de verser les indemnités journalières qui effectivement se basent sur les mois précédents en brut. Et derrière, effectivement, ça va permettre du coup de donner également la complémentarité du salaire par l'employeur. Cette attestation de salaire, elle est transmise le plus rapidement possible à la sécurité sociale. Pas de délai bien prévu par le Code du travail, mais on va parler surtout de délai raisonnable. Il ne faut pas qu'il y ait en fait, de préjudice pour le salarié. Alors après, cette transmission, elle est réalisée par le biais de déclaration sociale, tout simplement, et ça se fait sur le site netonentreprise.fr grossièrement, ou alors directement sur le site de la CPM sur vos espaces. Voilà grossièrement quand ça se passe. Merci beaucoup Gwenaëlle. Nous allons pouvoir commencer notre seconde grande partie sur l'indemnisation.
du coup du salarié par l'employeur. Qui paie le salarié en arrêt maladie? Alors, bon, on va tout rentrer en détail, mais vraiment pour faire au plus simple, il y a deux organismes qui payent effectivement le salaire le salarié en arrêt maladie, la sécurité sociale et l'employeur. Les deux sont prévus, c'est un droit que le salarié effectivement a, il n'a pas à les réclamer. C'est vraiment de fait que ça doit s'installer. Justement, on va rentrer dans les détails. Et du coup, quelle rémunération perçoit le salarié et combien de temps? Alors, du côté effectivement indemnité journalière, ça va dépendre du coup de son ancienneté. En effet, alors non, pardon, excusez-moi. Pour l'indemnité journalière de le coût de la CPAM, c'est 50% de son salaire de base brut et on fait la moyenne des 3 derniers mois. Ça, c'est un droit. Pas de souci là-dessus, on n'y revient pas. Et ensuite, effectivement, du côté de l'employeur, il va y avoir ce qu'on appelle du coup la complémentarité de l'employeur qui est versée à celui-ci. Et là, pour le coup, ça varie effectivement suivant l'ancienneté du salarié. En effet, le Code du travail prévoit que c'est un droit, mais conditionné. Il faut effectivement que le salarié ait effectivement un certain nombre d'anciennetés. Grossièrement, l'ancienneté de base, c'est 1 an. Et c'est à partir des 1 an qu'il aura le droit effectivement d'avoir un complément de salaire. Et pour vous donner une base générale, le Code du travail prévoit que c'est une indemnisation qui se base sur 60 jours lorsque l'ancienneté est de 1 an à 5 ans. Bien sûr, on va augmenter petit à petit. Plus le salarié est ancien, plus il aura une période d'indemnisation plus longue. Le Code du travail prévoit que, par exemple, pour les années entre 1 et 5 ans, on est effectivement à 60 jours d'indemnisation avec 30 jours à 90% et 30 jours à 66,66%. Bien sûr, une convention collective peut être largement plus favorable. Et je prends l'exemple, par exemple, de Syntec, où là, l'indemnisation se fait également sur 60 jours, mais les 30 premiers jours, on n'est pas à 90%, on est à 100%. Et sur la deuxième trentaine de jours, on est à 80% au lieu de 66%. Donc, voilà ce que dit le Code du travail, mais bien sûr, les conventions collectives étant souvent plus favorables, voir effectivement ce qu'elles prévoient sur la durée et le montant de l'indemnisation. Merci Gwenaëlle. Quand devez-vous commencer à payer le salarié en arrêt maladie et quel délai de carence s'applique? Alors, du coup, on va rentrer dans les conditions effectivement que prévoit le Code du travail. J'en ai très rapidement parlé. Il y a la question de l'ancienneté, mais effectivement, il y a d'autres effectivement conditions. Il doit effectivement toucher les indemnités journalières. Il doit être soigné en France et ne doit pas être effectivement un salarié intermittent et puis en intérim, etc. Du coup, ça c'est le principe. Et du coup, dès qu'effectivement il aura rempli toutes ces conditions-là, il percevra la complémentarité de l'employeur. Délai de carence qui va effectivement également varier suivant les sommes qu'il va percevoir. Actuellement, les indemnités journalières versées par la CPAM sont de 3 jours. Ça veut dire qu'il faudra attendre le 4e jour de l'arrêt pour pouvoir commencer à toucher une indemnité, les indemnités journalières. Pour la complémentarité de l'employeur, c'est 7 jours. Derrière, effectivement, ces 7 jours, c'est qu'il faudra attendre donc du coup le 8e pour que l'employeur commence à effectivement payer l'indemnité complémentaire de celui-ci. Il y a 2 exceptions. Il y a effectivement dans le cadre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, le délai de carence pour l'employeur est inexistant. On passe dès le premier jour de l'arrêt à une indemnité. Et la deuxième exception, c'est bien sûr une disposition de convention collective nationale qui serait plus favorable. Au début de mon propos, j'ai dit effectivement actuellement, puisque aujourd'hui, 20 juin, 14h14, on est toujours à ce délai de carence de 3 jours pour les indemnités journalières. Comme vous avez pu en entendre parler, la Cour des comptes aujourd'hui a rendu plusieurs avis et un avis qui ressort de manière générale, ça serait effectivement d'augmenter ce délai de carence de 3 à 7 ou 8 jours pour effectivement éviter les arrêts de complaisance. Merci beaucoup Gwenaëlle. Je rebondis, tu parlais de convention collective. On a une question d'une de nos participantes qui est: peut-on faire un accord d'entreprise moins favorable que la convention collective? Et non, puisqu'en fait, en droit du travail, il existe un principe de faveur. Ça veut dire que du coup, la base juridique, c'est le droit, c'est le Code du travail. Et en fait, il va y avoir tout ce qui va en découler. Il va y avoir les conventions collectives, les accords de branche, les accords d'entreprise et le contrat du travail. Et du coup, ça va faire une grande pyramide. Et du coup, le Code du travail étant effectivement la base juridique, tout ce qui va être en dessous doit être forcément plus favorable. Ça veut dire que si un accord d'entreprise est moins favorable qu'une convention collective nationale, voire même que le Code du travail, principe de faveur, on applique la disposition la plus favorable aux salariés.
Donc, du coup, oui, vous pouvez négocier un accord moins favorable, mais il ne sera pas appliqué à cause effectivement du principe de faveur. Merci beaucoup, Gwenaëlle, c'était très clair. On reste sur l'indemnisation. Le salarié conserve-t-il ses avantages en nature pendant son arrêt maladie? Alors, oui, de manière générale, on a eu plusieurs arrêts de cour de cassation qui vont en ce sens, des arrêts de 2010, des arrêts de 2011. Et en fait, le principe, c'est que oui. Par exemple, dans un arrêt 2010, c'était le véhicule de fonction. Celui-ci peut en garder effectivement l'usage durant sa vie personnelle, sauf stipulation contraire dans un contrat de travail. Ça veut dire que le principe, c'est oui, sauf stipulation contraire. Et il en est exactement de même, par exemple, pour des logements de fonction. Dans un arrêt de 2011, vu qu'effectivement le logement de fonction il est mis à disposition en échange effectivement de la contrepartie du travail, si le salarié est en arrêt, le logement de fonction ne peut pas effectivement être mis en contrepartie d'un loyer durant l'arrêt. C'est vraiment ce qui a été jugé en 2011. Et donc du coup, pareil, sauf disposition contraire. Mais le principe, c'est que on est en arrêt, on garde les mêmes avantages qu'on avait avant l'arrêt. Et ça, c'est le principe. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir passer à notre troisième grande partie sur le licenciement du salarié en arrêt maladie. Alors, du coup, la question, c'est de savoir si effectivement le salarié peut effectivement, enfin l'employeur pardon peut licencier le salarié en arrêt. Alors, le principe, c'est non, puisqu'en fait, vouloir licencier effectivement un salarié pour son arrêt, c'est discriminatoire. C'est vraiment rappelé très clairement dans le Code du travail. Mais en fait, il va exister des exceptions. En effet, on peut effectivement licencier un salarié durant son arrêt maladie pour un motif disciplinaire autre qu'effectivement l'arrêt en lui-même. On peut également licencier un salarié pour inaptitude, qui pour le coup aura vraiment un rapport par rapport avec sa maladie et puis son arrêt. Et il existe effectivement une troisième exception, et ça c'est c'est la moins connue justement du grand public, c'est effectivement la question de la perturbation de l'entreprise. En effet, un salarié qui va être en arrêt pendant une période assez significative, eh ben, cet arrêt peut désorganiser en fait l'entreprise et suivant certaines conditions qui sont strictement énumérées par la jurisprudence, l'employeur pourra effectivement licencier le salarié à cause effectivement de son arrêt parce que justement il désorganise l'entreprise. Alors, il y a des conditions et effectivement, elles sont strictement énumérées. Les deux principales, c'est que l'absence prolongée doit être significative et qu'il doit vraiment entraîner une désorganisation. Donc, l'employeur aura la charge de la preuve de prouver cette désorganisation et il faudra prouver que, en cas de contestation, que la désorganisation était telle que suite au licenciement, il a remplacé ce salarié définitivement par un contrat, donc un CDI particulièrement. Alors, cette organisation de l'entreprise, elle est quand même encadrée par les conventions collectives nationales. Et effectivement, je vais vous prendre l'exemple de la CCN du commerce de gros. En effet, dans cette convention collective, il y a ce qu'on appelle une garantie emploi qui permet en fait aux salariés, avec plus ou moins d'ancienneté, qui sont en arrêt, et ben, du coup, pendant cette période d'arrêt qui sera définie par la convention collective, ils ne risquent rien et ne pourront jamais être licenciés pour désorganisation de l'entreprise. Je reprends l'exemple du commerce du gros. Pour les salariés qui ont entre 1 an et 3 ans d'ancienneté, ils ont une garantie d'emploi de 3 mois. Ça veut dire que pendant 3 mois d'arrêt consécutifs, ils ne pourront pas être licenciés pour désorganisation de l'entreprise. De plus, cette convention collective prévoit strictement une procédure pour participer effectivement à ce licenciement. Donc, bien regarder sa convention collective, bien regarder également ce que prévoit la loi. Est-ce que réellement il y a une désorganisation dans l'entreprise? Ce sera tous ces éléments à prendre en compte pour pouvoir licencier le salarié. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Nous allons pouvoir commencer notre grande partie sur les arrêts maladie et les congés payés. Je vois qu'il y a pas mal déjà de questions et je vous en remercie. S'il vous plaît, vraiment posez-la dans l'onglet questions au niveau de la gestion. Pour nous, de tous vos commentaires, c'est beaucoup plus simple et nous pourrons voir votre question avec Gwenaëlle beaucoup plus rapidement. Merci, merci beaucoup. Donc, arrêt maladie et congés payés, Gwenaëlle. On va faire un petit point dans un premier temps sur les règles en vigueur avant l'adoption de la loi et dans un premier temps, le principe global.
Oui, reprenons effectivement les bases pour effectivement comparer avec ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui. Alors, le principe, c'est que pour les arrêts, en fait, maladie non professionnelle et les accidents non professionnels, la période d'acquisition, enfin, les périodes d'acquisition des congés n'étaient pas valides, entre guillemets. On ne cotisait pas de congés payés durant ces arrêts-là. C'était le grand principe. Pareil, le cas de report, lui, il n'a pas grandement changé. C'est juste qu'en fait, le Code du travail avant prévoyait que pour les arrêts longue durée, donc supérieurs à 1 an, les cotisations de CP également s'arrêtaient. Et le délai de prescription, c'était un délai de prescription triennal. Ça veut dire qu'au moment effectivement de la reprise, on avait 3 ans pour contester les congés payés. Mais cette fois-ci, c'était des congés payés qui étaient acquis par les conditions prévues dans le Code du travail, notamment lorsqu'il y avait un arrêt maladie professionnel ou alors un accident de travail professionnel. C'était vraiment la base avant effectivement cette nouvelle loi. Merci. Du coup, par rapport au report de congés payés non pris. Oui, je lui en avais parlé pour le coup, c'est le même principe, Oui. c'est toujours 15 mois à compter effectivement de la reprise. Et pour effectivement, pour les CP, lorsqu'il y avait un arrêt supérieur à 1 an, ils étaient perdus. Donc voilà un peu c'était quoi la base. Parfait. Merci Gwenaëlle. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé le 13 septembre 2023? Alors justement, le 13 septembre 2023, c'est un peu le rebondissement que beaucoup de gens attendaient, parce qu'en fait, il faut faire un point historique, c'est qu'on est quand même du coup en France, effectivement on applique le droit français, mais on fait partie également de l'Union européenne. Et en fait, lorsqu'on a signé le traité de Lisbonne en 2009, ce fameux traité prévoyait que du coup, il ne devait pas y avoir de discrimination sur l'acquisition des congés entre les salariés qui étaient en arrêt maladie professionnel et les salariés qui étaient en arrêt maladie ordinaire. Sauf que, du coup, par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est que on avait le droit européen qui disait pas de discrimination, tout le monde avait des CP. Là, par rapport à ce que je vous dis juste avant, le droit français disait que non, pas tout le monde avait le droit au CP, il n'y avait que les gens qui étaient en arrêt de travail professionnel ou en maladie professionnelle qui y avaient le droit. Et en fait, du coup, cet arrêt de Cour de cassation du 13 septembre 2023 s'est aligné sur effectivement le droit européen et pas sur le droit français. Elle a posé le principe, en droit français, que du coup, les salariés en arrêt maladie non professionnel et les salariés en accident de travail non professionnel avaient également le droit, comme le prévoit d'ailleurs la traité de Lisbonne, au congé payé. Et en fait, à partir de cet arrêt donc, du 13 septembre 2023, on a eu toute une recrudescence entre guillemets d'arrêts et d'avis, puisque quelques mois après, on a eu en février 2024 une décision du Conseil constitutionnel qui disait que le fait effectivement que le code du travail au moment avant la loi, qui disait qu'en fait on n'avait pas le droit d'avoir des CP durant les arrêts maladies non professionnelles de manière ordinaire, en fait, et ben, c'était pas anticonstitutionnel. Vraiment, le droit français était en accord avec la Constitution. Donc, on avait les arrêts du 13 septembre qui disaient le droit français n'est pas en concordance avec le droit européen, mais on avait l'arrêt du Conseil constitutionnel qui disait que le droit français était en concordance avec la Constitution. Donc, ça ne nous avançait pas beaucoup. Ensuite, 13 mars, on a eu un avis du Conseil d'État qui disait que, effectivement, les arrêts du 13 septembre 2023 étaient totalement valides et qu'un salarié avait tout à fait le droit de demander des congés payés, qu'ils soient en arrêt maladie, ordinaire ou non. Et donc, du coup, avec cette divergence, effectivement, d'instances, le législateur a décidé de trancher. Et c'est là où, aujourd'hui, on en arrive à cette fameuse loi du 22 avril 2024. Merci beaucoup Gwenaëlle pour ce point historique. Du coup, on peut rentrer dans le vif du sujet sur l'acquisition de congés payés en cas de maladie non professionnelle. Introduit par la loi DEDADU, je vais y arriver. Donc, dans un premier temps, l'assimilation à du temps de travail effectif. Et du coup, c'est important effectivement de parler de cette loi, puisque cette loi a modifié l'article L 3141-5 du Code du travail, et c'est cet article qui définissait le temps de travail effectif qui donnait droit à des congés payés. Alors, classiquement, on retrouvait déjà avant et après cette loi les périodes de congés payés en elles-mêmes. Quand on est en congé payé, on cotise pour le congé payé. Les périodes de congés mat, PAT et les congés d'adoption, les contreparties de repos, les jours de repos, etc. Et là, du coup, ce qui nous intéresse, c'est que déjà, c'était le cas avant, c'était les arrêts de maladie professionnelle et les accidents de travail. Et donc, du coup, nouvel ajout, les périodes du coup d'arrêt maladie ordinaire et d'accident ordinaire.
Ça veut dire qu'avec cette nouvelle modification de loi, l'article 3141-5 permet l'acquisition des congés payés, même durant un arrêt maladie ordinaire. L'acquisition des jours de congés payés en cas d'arrêt pour accident ou maladie professionnelle cette fois. Alors, pour le coup, comme je viens de vous l'expliquer, c'est que cet arrêt, donc cet article 3141-5 du Code du travail, elle ne change pas spécialement grand-chose pour l'accident ou la maladie professionnelle, puisque avant, on pouvait avoir des congés payés durant cette période-là, et après, on peut toujours avoir également des congés payés durant cette période-là. En fait, le petit changement qui a eu lieu grâce à cette loi, c'est que du coup, on a supprimé effectivement cette limitation à 1 an d'arrêt, puisqu'avant, au-delà de l'arrêt d'1 an, on ne cotisait pas pour ces congés payés. Maintenant, ça a été supprimé. Et au-delà d'1 an, donc un arrêt maladie d'1 an, on a également droit à nos congés payés. Qu'en est-il pour l'acquisition des jours de congés payés en cas d'arrêt pour accident ou maladie non professionnelle? Donc, du coup, pour les arrêts maladie, donc pour accident ou maladie non professionnelle, comme on vient de le voir, ils rentrent du coup dans le temps de travail effectif qui donne droit à celle-ci. Sauf qu'il y a quand même une petite modification qui, effectivement, va être en parallèle de la maladie professionnelle ou l'accident professionnel. C'est que la règle dans le Code du travail, c'est qu'on cotise 2,5 jours de congés payés ouvrables par mois. Ça, c'est le principe. Sauf que, avec cette loi, effectivement, du 22 avril 2024, les arrêts maladie non professionnels et les accidents non professionnels ne donnent pas le droit à 2,5 jours ouvrables, mais à 2 jours ouvrables. Ça veut dire que du coup, imaginons un salarié qui s'arrête pendant 1 an. S'il était en arrêt maladie professionnel, il aurait donc 30 jours de congés payés ouvrables par an. Tandis que s'il était en arrêt pendant 1 an, mais c'est un arrêt maladie non professionnel, il n'en aurait donc que 24. On passe de 5 semaines de congés payés par an à 4. Voilà la grande différence qui va se faire sur le décompte. Merci beaucoup Gwenaëlle. Je vous rappelle que tout ce que va vous expliquer Gwenaëlle aujourd'hui est dans notre dossier spécifique du coup sur les congés payés qu'Elodie va vous envoyer en lien que vous pouvez télécharger. C'est un dossier du reste auquel vous pourrez accéder en illimité. Si vous souscrivez à l'une de nos formules qu'on a créées spécialement pour les professionnels, et en ce moment, il y a une offre assez exceptionnelle pour les pros sur ces formules-là, je vous invite vivement à aller voir celle qui vous correspond le mieux du coup pour avoir votre documentation. Du coup, on peut passer à la période de report, période complexe, sujet complexe. Donc, Gwenaëlle, on t'écoute. Bon, c'est le moment où il faut s'accrocher. Alors, ouais. La période de report. On va poser déjà le principe. La période de report, c'est 15 mois. Effectivement, 15 mois, à partir de 15 mois, on a le droit effectivement de reporter nos congés payés pendant effectivement qu'on en arrête. Et en fait, la difficulté qu'il va y avoir, ça va dépendre en fait du coup la durée de l'arrêt et les congés payés concernés. Alors, on va prendre le cas le plus facile. Ça va être effectivement les arrêts qui sont inférieurs à 1 an. Arrêt, que ce soit un arrêt maladie professionnelle ou non professionnelle, ça ne change rien. Les 15 mois vont effectivement débuter au jour de la reprise. Et même plus spécifiquement, parce que grâce à cette nouvelle loi donc, de 2024, l'employeur, on va en discuter juste après, a un devoir d'information aux salariés. Et en fait, ces 15 mois de report ne débutent pas réellement au jour de la reprise, mais au jour où l'employeur aura informé le salarié de ses droits. Et on va voir que ça peut différer. Donc ça, c'est pour les arrêts de moins d'1 an. Donc du coup, jour de reprise, jour d'information, pas de souci, on fait 15 mois pour prendre les congés. Alors, maintenant, les arrêts qui sont supérieurs à 1 an. Et là, ça va être un peu plus complexe parce qu'il faut différencier les arrêts qui ont été acquis avant l'arrêt, enfin les CP acquis avant l'arrêt, les CP dont la période d'acquisition ont été faits durant l'arrêt, mais dont les 15 mois ont été finis après l'arrêt, et les périodes de congés payés dont la période d'acquisition sont terminées durant l'arrêt, mais dont le salarié reprend avant la fin de la période de report. Il y a des graphiques, ne vous inquiétez pas. On vous a fait un petit schéma. Voilà, il y a plein de petits schémas. Mais en gros, pour les CP qui étaient acquis avant l'arrêt, la période de report commence au jour de la reprise et du coup au jour d'ailleurs de l'information que l'employeur fera à son salarié.
Pour les congés payés dont la période d'acquisition a commencé et s'est terminée durant la maladie et dont la période de report s'est également terminée durant l'arrêt maladie, les congés payés sont perdus. Et enfin, pour les congés payés dont la période d'acquisition est terminée durant l'arrêt maladie, mais dont la période de report est toujours en cours au moment de la reprise, et ben dans ce cas-là, le salarié aura le droit d'utiliser ses congés payés acquis durant cette période d'acquisition au moment de la reprise, mais il n'aura pas 15 mois. Il aura 15 mois moins la période effectivement entre la fin de la période d'acquisition et son jour de reprise. Imaginons qu'à la fin de la période d'acquisition, il y ait 2 mois qui se soient écoulés entre la fin de la période et sa reprise. On fera donc 15 mois moins 2. Il aura donc 13 mois de report à compter de sa reprise. Et plus particulièrement le jour où l'employeur pourra informer du coup le salarié de ses coûts. Merci beaucoup, Gwenaëlle. On verra les schémas qu'on a créés pour vous dans les cas pratiques, avec vraiment des exemples, ça va être plus clair. Et concernant l'information de vos salariés, du nombre de jours de congés qu'ils ont, nos juristes ont créé un modèle tout fait que vous pouvez télécharger également dès maintenant, qui vous permettra d'avoir toutes les données essentielles à transmettre à vos salariés. Vous n'aurez plus qu'à compléter avec le nombre de jours qu'ils ont cumulés. Merci Gwenaëlle. Quelles sont les nouvelles obligations d'information à la charge de l'employeur? Alors, du coup, c'est le nouvel article L 3141-19-3 du Code du travail qui prévoit que du coup, l'employeur doit, dans le mois à compter de la reprise, fournir un certain nombre d'informations par tout moyen. Pour le coup, on n'oblige pas par lettre recommandée ou par courrier remis en impôt contre signature. C'est par tout moyen. Et il doit effectivement informer le salarié du nombre de congés payés acquis avant et durant l'arrêt, donc en fait faire un résumé de ce qu'il a comme congé payé actuellement, et il doit également informer la date jusqu'à laquelle il doit effectivement bénéficier de ses congés. S'il manque l'une de ces deux informations ou si elle est mal précisée, le salarié a un recours, et comme je vous l'ai expliqué juste avant, c'est ce devoir d'information qui fera débuter le délai de report. Ça veut dire que si vous ne faites pas le devoir d'information dès le jour de la reprise, et du coup, ce délai de report se décalera par rapport au jour que vous prendrez à informer le salarié. Et dans la limite de 1 mois. Parce qu'après, au-delà, là, pour le coup, vous créez un préjudice au salarié qui aura ensuite un recours contre vous. Petite question de nos participants. L'information doit être faite quelle que soit la durée de l'arrêt maladie, où il y a quelle que soit la durée de la maladie. Ok, merci beaucoup. Gwenaëlle, nouvelle marge de manœuvre de la négociation collective. Alors, pour le coup, effectivement, cette loi laisse quand même une certaine marge de manœuvre, entre guillemets, aux conventions collectives ou alors aux accords d'entreprise, puisqu'en fait, l'article 3141-20 du Code du travail prévoit que du coup, que la durée de report de 15 mois n'est pas d'ordre public. Ça veut dire que du coup, une convention collective ou un accord d'entreprise peut prévoir une durée plus longue pour le salarié. Par contre, pas plus courte. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Est-ce un dispositif rétroactif? Alors, oui. En effet, puisque du coup, pendant la période de 2009 au 20 avril 2024, effectivement, les salariés qui n'ont pas pu bénéficier de leur congé, faute effectivement de loi en ce sens, bénéficient d'un délai du coup pour aller chercher ces congés payés. Alors, le délai n'est pas triennal comme du coup ce qu'il en était avant. En fait, ça va surtout dépendre du coup du statut du salarié au jour du 22 avril 2024. Je m'explique. Si le salarié est toujours en activité dans l'entreprise au 22 avril 2024, pour ses arrêts situés entre 2009 et le 22 avril 2024, il aura 3 ans à compter de la nouvelle loi pour réclamer ses congés payés. D'accord ? Pour les salariés qui ne sont plus présents dans l'entreprise. Alors, excusez-moi, ce n'est pas 3 ans, c'est 2 ans. C'est 2 ans à compter du 22 avril 2024. Pour les salariés, justement, qui ne sont plus présents dans l'entreprise, le délai de prescription est de 3 ans à compter du jour de la rupture de leur contrat. Ça veut dire que si le salarié, vraiment par exemple, a été licencié, démissionnaire, rupture conventionnelle en 2023, il aura donc 3 ans à compter de la rupture.
Par contre, si le salarié a été démissionnaire, licencié ou rupture conventionnelle en 2015, eh ben pour le coup, 2015 plus 3 ans, 2018, malheureusement, il sera hors délai et il ne pourra pas réclamer ses congés payés. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Nous allons donc passer au cas pratique. Vous allez voir, c'est beaucoup plus concret. Il y a déjà pas mal de questions et je vous en remercie. N'hésitez pas, d'une, à aller voter pour la question, les questions qui vous semblent le plus pertinentes. Comme ça, avec Gwenaëlle, on pourra on pourra prendre du temps pour vous répondre. Et si nous n'avons pas le temps de répondre à votre question que vous avez posée, vous pouvez la poser, je vous le rappelle, gratuitement pour la première question à nos juristes qui seront ravis de vous répondre le plus rapidement possible. Les cas pratiques maintenant, Gwenaëlle. Premier cas pratique sur l'acquisition des congés en arrêt maladie. Sophie était en arrêt maladie du 1er janvier 2024 au 31 avril 2024. Combien a-t-elle acquis de congés durant son arrêt maladie? Ah ben en fait, tout dépend encore une fois de l'arrêt maladie. Donc là, on est dans le cas d'un arrêt maladie de 4 mois. Donc du coup, si Sophie est en arrêt maladie donc professionnel, elle aura le droit classiquement à 2,5 jours de congés payés ouvrables par mois. Donc 2,5 multiplié par 4, elle aura donc 10 CP au jour de sa reprise. Pour les arrêts maladie non professionnels, si Sophie effectivement était dans ce cas-là, elle aurait donc droit à 2 congés payés ouvrables par mois, ce qui fait donc 2 fois 4, 8 congés payés. Merci Gwenaëlle. Autre cas, Johan, cette fois-ci, pour le délai de report pour arrêt de moins d'1 an. Johan a été en arrêt du 1er juin au 30 novembre. Avant d'être en arrêt, il avait acquis 30 jours de CP. À partir du 30 novembre, donc le jour de sa reprise, combien a-t-il de temps pour poser ses CP? Alors, pour le coup, il aura, voilà le petit graphique qu'on nous a procuré, et ben pour les CP donc, qui ont été acquis avant l'arrêt, donc les fameux 30 jours, et les congés payés qui ont été cotisés pendant l'arrêt, et ben du coup, il aura 15 mois à compter de la reprise, et plus particulièrement de l'information de l'employeur. Puisque, encore une fois, l'employeur a 1 mois à compter de la reprise pour informer le salarié de ses nombres de congés payés et du délai qu'il a. Donc, du coup, il aura 15 mois au jour où l'employeur l'aura informé de ses droits, tout simplement. Voilà, je vous rappelle, dans ce cas-là, c'est pour un arrêt de moins d'1 an. Exactement. Autre cas, dans l'entreprise de Kamel, la période d'acquisition est du 1er juin au 30 mai de l'année suivante. Kamel est en arrêt le 1er février 2024 et le sera jusqu'au 30 novembre 2026. Kamel a acquis ses congés payés pour l'année 2023-2024. Peut-il, en bénéficier à son tour? Et si oui, dans quel délai? Alors là, on va rentrer sur ce petit graphique, on va rentrer sur la ligne noire, la toute première. Donc pour la période d'acquisition, donc ces CP qui ont été acquis avant et pendant son arrêt, dont la période d'acquisition a commencé avant son arrêt, et bah du coup, comme vous le voyez, la période de report commencera du coup au jour de l'information de l'employeur et il aura 15 mois effectivement pour le faire, pour bénéficier de ses congés, tout simplement. C'est vraiment le tout premier cas, c'est celui qu'on a vu. On se calque exactement sur le même principe que l'arrêt inférieur à 1 an. C'est le même principe. Parfait, très clair. Toujours Kamel, avec son arrêt du coup du 1er février 2024 jusqu'au 30 novembre 2026. Pour les CP acquis pour l'année 2024-2025, peut-il bénéficier de ses congés? Si oui, dans quel délai? Alors, là, on rentre sur la ligne jaune. La période d'acquisition donc des CP du coup de 2024 à 2025. Là, le principe, c'est que pour les arrêts supérieurs à 1 an, dont la période d'acquisition a commencé et s'est terminée durant la période d'arrêt, là, le délai de report commence au jour effectivement de la période d'acquisition. Et donc, dans notre cas, à Kamel, c'est que vu qu'il reprend en novembre 2026, et si on fait le calcul par rapport à la fin de la période d'acquisition qui est là, donc 1er juin, 31 mai, et ben là, si on fait le calcul, et ben le délai de report de 15 mois sera terminé avant que son arrêt maladie soit terminé, lui. Ça veut dire que du coup, sa période de 15 mois de report commençant au jour du coup de la fin de la période d'acquisition, et ben du coup, vu qu'il n'aura pas repris de son arrêt avant la fin du délai de report, et ben les congés payés sont perdus.
Très clair. Ouais. Toujours Kamel, avec toujours son arrêt du 1er février 2024 jusqu'au 30 novembre 2026. Kamel a acquis ses 30 CP pour l'année, cette fois-ci 2025-2026. Peut-il en bénéficier? Sous quel délai? Hop, je reviens sur notre graphique. Et bien là, on rentre dans effectivement le cas, le bleu. Le bleu, on voit qu'effectivement la période d'acquisition donc, a commencé pendant l'arrêt et s'est terminée avant que son arrêt se termine. Sauf que quand on reprend la période de report, toujours 15 mois, à compter de la fin de la période d'acquisition, on voit que la période de report n'est pas terminée au jour effectivement de sa reprise. Ça veut dire que du coup, on va prendre le délai de 15 mois, on va retirer la période entre la fin de la période d'acquisition et le jour de sa reprise. Donc, dans notre cas, ça va être 2 mois, novembre, c'est ça, ça va être 3 mois. Derrière, on va retirer 3 mois aux 15 mois. Et donc, du coup, ça va faire 12 mois de délai de report. Et ces 12 mois commenceront au jour de l'information que l'employeur aura fournie au salarié. Donc, pendant les CP donc, de 2025-2026, il pourra en bénéficier, sauf que le délai de report sera juste réduit à proportion du délai entre la période d'acquisition et la période de reprise, tout simplement. Merci beaucoup Gwenaëlle. J'espère que pour vous aussi c'est clair. Sachez que ce graphique-là vous sera envoyé du coup avec la présentation et le replay dans les jours qui viennent et que vous pouvez vraiment retrouver toutes ces informations dans notre dossier où tout est vraiment détaillé parce que c'est quand même pas une mince affaire. Alice maintenant. Alice a quitté l'entreprise, donc cette fois-ci on n'est plus sur la rétroactivité. Alice a quitté l'entreprise en 2023. Elle a été en arrêt maladie non professionnelle en 2010. Peut-elle obtenir des indemnités de congés payés pour cette période? Alors, je vais répéter effectivement ce que je vous ai dit tout à l'heure parce que c'était peut-être pas forcément clair. Donc déjà, je vais rappeler la règle. Si on va prendre le statut du salarié au jour effectivement du 24 avril 2024. Si le salarié est encore présent dans l'entreprise, il aura 2 ans pour réclamer ses congés payés donc, durant la période du décembre 2009 au 24 avril 2024. Il aura 2 ans à compter du 24 avril 2024 pour réclamer les congés payés de cette période. Si le salarié a quitté l'entreprise avant le 24 avril 2024, dans ce cas-là, le salarié aura 3 ans à compter de la rupture de son contrat pour réclamer les congés payés. Ici, nous sommes dans le cas où Alice a quitté l'entreprise en 2023. Donc, du coup, le statut de Alice au 24 avril 2024 est, du coup, plus dans l'entreprise. Donc, du coup, elle aura effectivement le droit à ses congés payés, avec l'application également du report, puisque effectivement, si elle est en arrêt depuis, on va prendre un exemple bateau, imaginons qu'elle a eu un arrêt continu de 4 ans, on applique ce fameux délai de report, et elle pourra réclamer en fait ses congés payés qu'elle aurait dû acquérir, et elle aura 3 ans à compter effectivement de 2023 pour effectivement réclamer ses congés payés. Merci beaucoup Gwenaëlle. Marine, cette fois-ci, elle a été en arrêt maladie au sein de son entreprise actuelle. Peut-elle obtenir les congés payés qu'elle aurait pu acquérir de manière rétroactive? Pareil, également, elle a le droit effectivement de reprendre, de demander d'acquérir ses congés payés. Et là, comme effectivement Marine est salariée de l'entreprise au 24 avril 2024, elle aura donc 2 ans à compter du 24 avril 2024 pour réclamer l'ensemble de ses congés payés, donc ici de son arrêt de 2015. Elle aura 2 ans, donc jusqu'au 24 avril 2026 minuit, c'est ce qui est même précisé dans la loi, pour réclamer ses congés payés. Au-delà, donc du coup 25 avril 2026, elle ne pourra plus les réclamer. Prescription. Merci beaucoup Gwenaëlle. Nous avons fait le tour du coup de ce sujet pour les arrêts maladie et les congés payés. Nous allons pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions. Première question, et je vous rappelle, si nous n'avons pas le temps de répondre à votre question, n'hésitez pas à la poser directement et gratuitement à nos juristes. Première question Gwenaëlle, si tu le veux bien. Concernant l'information aux salariés, le bulletin de salaire ne fait-il pas office d'information?
Alors, si, c'est justement une des méthodes pour effectivement informer le salarié, ça suffit amplement, mais il faudra rajouter effectivement dans le bulletin de salaire la période effectivement qu'il faudra, le délai en fait que le salarié aura pour reprendre les congés payés qu'elle aura acquis durant ses arrêts. Parce qu'en fait, le bulletin de salaire prévoit déjà effectivement le nombre de congés payés, mais là, il faudra bien spécifier la période qu'elle aura en bénéfice. Merci beaucoup. Autre question, l'employeur peut-il considérer lors de l'envoi tardif de son arrêt de travail une absence injustifiée? Est-ce que tu peux répéter la question, excuse-moi? Oui, pardon. C'est L'employeur qu'on quitte peut-il la loi, c'est pour ça que j'étais perdu. l'employeur peut-il considérer, oui, on n'est plus sur la première partie de la webconférence Oui. là. L'employeur peut-il considérer que l'envoi tardif d'un arrêt maladie est une absence injustifiée? Alors, non, puisqu'en fait, du coup, le salarié l'envoie tardivement, il ne bénéficiera pas effectivement de la complémentarité de l'employeur. C'est ce qui est vraiment prévu dans le code du travail. Sauf que quand on reprend l'article également du code du travail sur l'abandon de poste, il faut effectivement que l'arrêt soit justifié. Si effectivement, en soi, l'arrêt est transmis tardivement, mais qu'il est justifié quand même par un médecin, bah, l'arrêt, il est justifié. C'est juste que ce délai de 48 heures permet d'obtenir les indemnités journalières et les indemnités complémentaires de l'employeur. Mais elle ne remet pas en question la légitimité de l'arrêt. Merci beaucoup, Gwenaëlle. On revient cette fois à la dernière partie de la webconférence avec une question de Séverine. Pour le report des congés payés, les conditions sont identiques pour les entreprises du bâtiment CIBTP. Alors, pour le coup, les arrêts, effectivement, la nouvelle loi du 24 avril 2024, elle est applicable dans tous les domaines de droit privé. Ça veut dire qu'effectivement, dans cette situation, c'est applicable dans ce domaine-là. En fait, ce que va varier le domaine, ça va être par rapport à la convention collective nationale ou les accords d'entreprise, c'est ce fameux délai de report. Puisque, comme on l'a dit précédemment, la loi laisse une marge de manœuvre pour les conventions collectives ou les accords collectifs de manière générale pour effectivement allonger le délai de report, qui est plus favorable pour le salarié, mais ne pouvant pas le réduire. Donc en fait, ce qui va vraiment changer entre domaines de coût d'activité, ça va être le délai de report. Et encore, puisque vu que la loi est relativement récente, 24 avril, on est quand même le 20 juin, actuellement, il n'y a sans doute, à voir suivant les conventions collectives, pas encore eu de négociation sur effectivement le délai de report. Maintenant, libre à vous, effectivement, lors des prochaines négociations, de pouvoir effectivement négocier un délai de report plus long pour vos salariés. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Nous avons une question d'Agnès. Alors, c'est un peu long. Si le salarié a déjà acquis 20 jours de CP par période de référence, 5 jours de travail par semaine, oui. ou 24 CP annualisés, oui. Confirmez-vous qu'il n'y a pas de CP supplémentaire au titre de la récupération des CP durant les arrêts maladie non professionnels? Alors, non, en fait, ce qui va varier surtout, alors j'espère que j'ai bien compris la question, mais en fait, ce qui va varier avec effectivement les arrêts maladie non professionnels, surtout si vous donnez directement le nombre de congés de manière annuelle, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, ce nombre de congés peut être réduit, puisque comme on l'a vu, la période d'acquisition, elle est la même maintenant, mais le nombre de congés, lui, va être différent. Pour rappel, c'est 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois travaillé. Donc, si on l'annualise, ça va faire 30 jours. Par contre, si effectivement les arrêts maladie sont non professionnels, on passe de 2,5 à 2. Et donc, du coup, on va passer de manière annuelle à 24 congés payés. Ça veut dire que si on donne de manière annuelle les congés payés, on considère que du coup, il n'y a pas eu d'arrêt, donc 30 jours ouvrables. Ce qui peut se passer, c'est que ce nombre de congés, suivant les périodes d'acquisition, peut être réduit parce que du coup, le nombre de congés payés sera acquis différemment suivant l'arrêt. J'espère que c'était la question que vous vous êtes posée. Si Agnès, vous avez besoin de renseignements complémentaires par rapport à votre question, n'hésitez pas à utiliser le lien que vous a envoyé Elodie et notre juriste pourra faire des recherches et vous répondre plus spécifiquement si vous avez besoin. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le chat, notamment encore sur des cas spécifiques comme le BTP. Nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes vos questions et je vous remercie vraiment pour cette implication. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas à l'envoyer à nos juristes.
votre question, enfin, la réponse est gratuite. Donc, on se fera vraiment un plaisir de vous répondre. Pour aller plus loin, je vous l'ai dit plusieurs fois pendant la webconférence, mais vous pouvez télécharger dès maintenant nos dossiers rédigés par nos juristes, comme Gwenaëlle, sur le sujet, qui reprennent exactement tout ce que vous a détaillé très clairement Gwenaëlle, sur les congés payés, les arrêts maladie ou encore la lettre, pour informer vos salariés du nombre de jours de congés qu'ils ont à leur retour d'arrêt maladie. Je vous invite également à aller découvrir nos formules Pro et Premium sur le site. Encore une fois, vous avez une offre exceptionnelle en ce moment. C'est vraiment le moment d'en profiter et d'en faire profiter votre entreprise de la grande expertise de nos juristes, dont Gwenaëlle. Du reste, c'est peut-être Gwenaëlle que vous aurez au téléphone si vous prenez cette formule-là. Je vous remercie grandement, vraiment, pour votre participation. C'était un sujet complexe et dense. On a essayé d'être vraiment le plus ludique et clair. Et Gwenaëlle, merci. C'était vraiment très clair et très intéressant. Je vous donne rendez-vous le 2 juillet pour notre webconférence sur les absences injustifiées dont on a évoqué un petit peu tout à l'heure, et les abandons de poste. Webconférence bien évidemment gratuite avec notre intervenant Kevin Lemoyec, donc à 14h le mardi 2 juillet. Encore merci. Merci Elodie pour le chat. Merci Gwenaëlle. Et à très très bientôt sur Jury Travail. Merci tout le monde. Merci Mylène. Bonne journée à tout le monde.